Si ce gouvernement est bon dans deux choses, c'est bien dans sa capacité à constamment agir en contradiction avec ses paroles et à agir dans l'opacité. Il y a urgence climatique. La COP26 se tient dans un contexte particulier où il y a unanimité sur l'impératif de redéfinir notre rapport à la nature et de nous tourner vers les énergies renouvelables, en abandonnant les énergies fossiles responsables du réchauffement climatique. Le Premier ministre justifiait un peu plus tôt la présentation de ce projet de loi en disant qu'il faisait partie de leur programme électoral en 2015 et 2016. Mais énormément de choses ont changé entre-temps. Le monde a changé, les données ont changé. Dans l'actualité, de plus en plus de pays mettent fin à l'exploration pétrolière. À titre d'exemple, le Groenland tout dernièrement, ou encore le Québec, Costa Rica ou la Californie. Le Premier ministre va à la COP26 pour avoir des fonds, pour pouvoir augmenter notre résilience face aux effets du réchauffement climatique, ce même réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre, et y compris par l'utilisation du pétrole. Le gouvernement choisit donc ce moment pour se lancer dans le pétrole et va en même temps faire un plaidoyer pour les énergies renouvelables à la COP26. Et le Premier ministre trouve que, je cite, c'est le « most opportune time ». Comment donc est-ce que le Premier ministre réconcilie d'un côté ce bill pour faciliter l'extraction de pétrole avec de l'autre côté notre position à la COP26 en faveur des énergies renouvelables, avec le Climate Change Act voté l'an dernier, avec l'objectif d'atteindre 60% d'énergie renouvelable en 9 ans, avec notre engagement par rapport à l'accord de Paris. En amenant ce Offshore Petroleum Bill devant la Chambre aujourd'hui, le gouvernement est en train de nous demander le droit de participer à l'aggravation de la crise climatique dont nous sommes cruellement victimes en tant que petit État insulaire. Quelle crédibilité aura le Premier ministre ensuite à la COP26? Quelle crédibilité lui sera accordée quand il ira nous définir comme des victimes de ce réchauffement climatique auquel nous sommes en train de vouloir contribuer? Et autre contradiction, on voit à travers ce projet de loi que le gouvernement pense qu'il est raisonnable d'aller dans la voie du pétrole, tout en étant pour autant conscient des risques écologiques. Dans la section 9, on peut lire l'obligation pour les éventuelles compagnies d'avoir une assurance couvrant les dommages liés au oil pollution. Monsieur le Président de séance, j'ai tendance à me dire que ce gouvernement est vraiment insensible à ce que nos frères et sœurs du Sud-Est, qui n'arrivent toujours pas à se remettre de la marée noire du Wakasho, ont vécu il n'y a pas longtemps. J'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre des pêcheurs et des plaisanciers de Maïbourg il y a quelques jours, et je vous garantis qu'ils ne voient pas ce projet de loi d'un bon œil. La peur de revivre ce traumatisme est bel et bien là. Et ce qu'il nous faut absolument retenir de cet événement, ce qu'il nous faut absolument retenir de la marée noire du Wakasho, est que de la fragilité de nos ressources et de nos écosystèmes dépend notre propre fragilité. Plus loin, à la section 23, il est demandé aux détenteurs d'un titre de se conformer aux meilleures pratiques environnementales concernant l'environnement. Mais là encore, le manque de clarté peut nous être fatal. Quelles sont ces meilleures pratiques internationales? Est-ce que l'on parle ici également du EITI, c'est-à-dire du Extractive Industries Transparency Initiative, qui se définit comme étant le Global Standard for the Good Governance of Oil, Gas and Mineral Resources? Les Seychelles sont déjà un pays adhérent de cette organisation-là. Est-ce que nous aussi, nous allons devenir un pays adhérent? Et que contient le Environmental Code of Practice qui a déjà été préparé, nous l'avons appris par le ministre de l'Environnement. S'il a déjà été préparé, pourquoi ne pas le présenter en même temps que ce projet de loi? Qu'y a-t-il à cacher? Il y a aussi parmi les responsabilités de détenteurs de titres à la section 23D, celle de, je cite, « Mitigate the adverse effects of petroleum activities in the environment ». Encore une fois,
manque de clarté. Quelles sont concrètement ces mesures qui seront prises pour atténuer les effets néfastes sur l'environnement des activités pétrolières? Et encore une fois, le gouvernement cherche la facilité en opérant dans l'opacité. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le brief de l'Union internationale pour la conservation de la nature sur les exploitations du pétrole, l'Union le dit elle-même, je cite, « Current technologies may not be sufficient to avoid serious and lasting harm to the environment, including the loss of biodiversity. Minimizing impacts should involve, among other things, improving mining equipment to reduce seafloor disturbance. But remedying environmental impacts has not yet been shown to be effective in practice. » Ce n'est pas moi qui le dis. Aucune technologie, aucune méthode n'a fait ses preuves pour atténuer les effets néfastes des activités pétrolières sur l'environnement. Aucune méthode n'a prouvé son efficacité jusqu'à l'heure. Donc, très grand a été mon étonnement en entendant le ministre de l'Environnement venir dire un peu plus tôt que the petroleum extraction will be done without jeopardizing any environmental assets. Alors que partout à travers le monde, les effets néfastes des activités pétrolières sur l'environnement sont non seulement reconnus, mais comme je le viens de dire, aucune méthode n'a fait ses preuves pour atténuer ces effets néfastes. Est-ce donc sérieux d'aller s'embarquer dans ces activités en pleine crise écologique? À la section 74, le Petroleum Fund, je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont déjà dit concernant l'aspect financier, mais j'aimerais quand même, encore une fois, moi aussi, rappeler que cette section est beaucoup trop opaque et pas assez précise. Si pétrole il y a, il faut s'assurer que chaque Mauricien puisse bénéficier des revenus du pétrole, pourquoi pas, par exemple, à travers un fonds souverain où chaque Mauricien détiendrait des actions et obtiendrait des dividendes. C'est une pratique qui a marché dans d'autres pays pour s'assurer que la population puisse bénéficier des revenus du pétrole, mais qui n'est pas proposée ici dans ce projet de loi. Et ici, il en va de la survie de notre démocratie. Ce serait une catastrophe pour la démocratie si ce Petroleum Fund, si les revenus d'une éventuelle exploitation du pétrole devaient être gérés par le gouvernement MSM. Et avec une telle politique d'opacité, où des Special Purpose Vehicles sont créés à tout bout de champ pour que les décisions ne puissent pas être questionnées, nous avons de quoi être inquiets. D'autant plus que selon ce projet de loi, le public ne sera même pas informé du contenu des contrats, des conditions des licences, etc. À la section 85, parmi les amendements occasionnés par l'entrée en vigueur de l'Offshore Petroleum Bill, il y a les amendements au Environment Protection Act. À l'annexe 4, il sera rajouté que ce sera donc le Department for Continental Shelf Maritime Zones and Administrations and Exploration, cette cellule du département du Premier ministre, qui sera le Enforcing Agency et qui aura donc la responsabilité de veiller à l'application des dispositions du Environment Protection Act pour tout ce qui concerne la prospection, l'exploitation, l'exploration, la production des activités pétrolières. Comment est-ce que ce département assumera ses responsabilités et notamment s'assurera que l'impact environnemental soit le moins dévastateur possible? Quels sont les moyens techniques à sa disposition pour lui permettre de s'assurer que les détenteurs de droits de prospection et d'exploitation vont respecter les règlements concernant la protection de l'environnement? Combien sont-ils comme officiers dans cette cellule? Quels moyens, quelle expertise ont-ils pour évaluer les rapports sur l'environnement, pour évaluer les rapports IAI? De quels moyens le ministère de l'Environnement lui-même disposera-t-il pour faire le monitoring des permis IAI concernant les activités pétrolières? Quel sera son rôle en cas d'urgence environnementale? Le ministre de l'Environnement nous a annoncé en passant dans son discours que le National Oil Spill Contingency Plan has been reviewed. Pourquoi donc ne pas le présenter? Pourquoi ne pas le rendre public? Ça pourrait déjà aider à rassurer.
Ces questions sont d'autant plus importantes parce que l'Union internationale pour la conservation de la nature définit la zone économique exclusive de Maurice comme étant un hotspot en termes de biodiversité. Et elle dit également, je cite, "The scrapping of the seafloor and pollution from mining processes can wipe out entire species, many yet to be discovered." Donc, comment est-ce que cette cellule s'assurera que notre biodiversité et nos écosystèmes marins, que notre capital naturel sera préservé? Est-ce que les inspecteurs mentionnés à la section 66 ont les formations requises pour cela? Qui sont ces inspecteurs? Quelles sont leurs qualifications et expertises par rapport à l'environnement? Et comme l'Union internationale pour la conservation de la nature le dit elle-même, beaucoup d'espèces n'ont même pas encore été découvertes. Quelles sont leurs expertises pour protéger ces espèces qui n'ont même pas encore été découvertes? L'exploitation des fonds marins génère de sérieux impacts environnementaux, et ce depuis la prospection. Et quelques minutes plus tôt, j'ai entendu le ministre de l'Environnement parler fièrement des études sismiques qui sont en cours, en omettant totalement de dire que celles-ci causent une pollution sonore qui perturbe les mammifères marins. Nous avons vu la mort de dizaines de dauphins d'électres après l'étude bathymétrique qui avait été faite pour aller couler rapidement le Wakasho au large de Maurice. Donc, les impacts sur l'environnement vont de la prospection jusqu'à la production elle-même. Maintenant, comment est-ce que les aires d'herbiers marins, qui sont d'importants puits de carbone, indispensables pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi indispensables pour le maintien des sources d'alimentation humaine, et dont d'ailleurs une des plus importantes au monde se trouve dans notre zone économique exclusive, nommément Saya de Mala, comment ces aires d'herbiers marins seront-elles protégées? Comment seront-elles protégées, surtout quand on sait qu'elles n'ont pas encore été ni étudiées ni cartographiées, si je me fie à la réponse du ministre Modou à ma question parlementaire B198. Et je le cite, "My ministry is in the process of signing an agreement in connection with the Seagrass project entitled Assessment of Blue Carbon Ecosystem. This project will include an island-wide seagrass survey and mapping around Mauritius and analysis of carbon sequestration content in sediment and will be implemented by the Albion Fisheries Research Center." Donc ce travail n'a pas encore été fait. Il aurait fallu que toutes les aires marines qui doivent être protégées soient définies, cartographiées, répertoriées avant l'entrée en vigueur de ce projet de loi. C'est là où vraiment le gouvernement aurait montré qu'il est sérieux quand il vient parler de protection de la biodiversité des écosystèmes marins. Par ailleurs, il est écrit à cette même section du Environment Protection Act, annexe 4, section 3E, que cette autorité devra carrying out directions issued by the Minister of the Environment. Donc, le Department for Continental Shelf, qui est sous l'égide du Premier ministre, devra aussi suivre les directives du ministère de l'Environnement et aussi celles du ministère de l'Économie bleue, qui est précisément supposé être chargé de protéger nos ressources marines dans notre zone économique exclusive. Comment est-ce que ce gouvernement réconcilie ses responsabilités concernant le même sujet, concernant nos ressources marines, mais attribuées à 3 ministères différents? Ce cafouillage est la recette même du désastre écologique où, sur papier, tout le monde est responsable, mais dans la pratique, quand arrivera une catastrophe, comme on a pu le voir dans le cas du Wakasho, personne ne sera plus responsable de quoi que ce soit. Chaque ministère viendra jeter la faute sur l'autre. Ensuite, un autre amendement apporté au Environment Protection Act de 2002
est le fait que les activités liées au pétrole seront désormais rajoutées à la liste des activités nécessitant un Environment Impact Assessment. À quoi bon insérer cette activité dans la liste des activités nécessitant un IAIE si par la suite, la loi n'est pas respectée, comme on a pu le voir dans le cas de l'agrandissement de la route de Chamarel, où malgré l'existence de la section 10, c'est-à-dire Conversion of Forest Land to any other use, malgré l'existence de cette section, aucun IAIE n'a été fait avant la déforestation et les travaux d'infrastructure. Ou encore, à quoi bon faire cet amendement si certaines activités liées au pétrole seront exemptées de IAIE selon la volonté du Premier ministre, comme cela a été le cas pour la construction de la jetée et de la piste d'atterrissage à Galega. Quelle garantie avons-nous que la loi sera effectivement respectée et qu'il n'y aura pas à nouveau des tours de passe-passe pour pouvoir faire fi de la législation en place? Et Monsieur le Président de séance, plus généralement, s'il n'est pas possible de faire respecter nos lois ici, dans notre propre pays, comment pouvons-nous croire au fait que les lois seront appliquées et respectées à des kilomètres d'ici, au milieu de l'océan Indien? D'autant plus que des études de haute qualité évaluant l'impact environnemental des activités pétrolières sont indispensables pour pouvoir évaluer les différentes formes d'impact sur l'environnement, leur étendue, la durée dans le temps de ces effets dévastateurs et pour ainsi pouvoir agir en conséquence, c'est-à-dire s'assurer que la perte de la biodiversité due aux activités pétrolières sont comptabilisées et prises en compte par les autorités concernées avant que toute décision soit prise, avant que tout permis soit accordé, avant que tout contrat soit signé. Et je le redis, Monsieur le Président, la protection de l'environnement ne devrait pas dépendre de la volonté du gouvernement en place. Il devrait y avoir une autorité indépendante pour s'assurer du respect des lois liées à l'environnement. Pour finir, Monsieur le Président, tout ce que... C'était très agréable cette remarque. Enfin, c'était très agréable, très respectueux. Bravo, bravo. Honorable Joanna Béranger, rather than lecturing over there, let me take care of it. Please take care of him. Yes. So I do not expect you to be cross-talking. Whoever is a member who is on that side, please be respectful. Continue. Next time, I don't expect you to be talking on that side. To address to me, I'll take care of it. Please continue. Tout ce que l'opposition propose comme amélioration à ce projet de loi aurait pu avoir été inclus dès le départ dans ce projet de loi si le gouvernement avait procédé à des consultations avec les différents experts et acteurs de la société civile. Mais comme d'habitude, aucune consultation de fait et ce gouvernement impose à sa convenance, mis à part des consultations entre ministères, comme on a pu entendre un peu plus tôt dans le discours du Premier ministre lui-même. Mais est-ce que ce gouvernement a demandé aux jeunes ce qu'ils pensent de ce projet de loi? Le Premier ministre ne sera sûrement plus là quand ces jeunes auront à vivre avec les conséquences de ces décisions qu'il prend aujourd'hui et quand ils auront à répondre de ces actions auprès des organisations internationales. Est-ce que le National Youth Environment Council, cellule mise en place par le bureau du Premier ministre lui-même, a-t-il été consulté? Ou bien est-ce que ce council n'est juste simplement encore qu'une mascarade? Le National Youth Environment Council est supposé avoir été mis en place pour donner l'opportunité aux jeunes de contribuer dans les prises de décision nationales et pour s'assurer, entre autres, de l'implémentation des Sustainable Development Goals, dont le SDG 14 concerne la protection de nos ressources marines. Est-ce que donc le National Youth Environment Council a été consulté sur cette loi et sur l'exploitation pétrolière? A-t-il donné son assentiment? J'ai eu l'occasion de lire aussi le manifesto voté hier par le Youth for Climate, dont nous avons un représentant national qui fait partie. Et nous pouvons lire à la section 3.7 la demande de ces jeunes du monde entier
pour une transformation des modèles de développement, pour ainsi tendre vers l'abolition de l'utilisation des énergies fossiles. Les jeunes en général sont particulièrement inquiets de ce projet de loi car c'est de leur avenir qu'il s'agit. Et nous le savons, l'avenir est dans le renouvelable. Les jeunes veulent un changement de paradigme, pas la résurrection d'une ancienne loi qui ramène avec elle un modèle de développement dépassé qui est à la source même de la crise climatique que nous vivons aujourd'hui. Et ce projet de loi, dans sa forme actuelle, ne contient pas les garde-fous indispensables pour empêcher la corruption liée aux éventuels revenus du pétrole et pour protéger notre patrimoine naturel des effets dévastateurs de l'exploitation pétrolière. Je vous remercie. Thank you very much.